Le chauffeur de camion aperçoit un lynx aveugle immobile au milieu de la route, et l'angoisse le submerge aussitôt. Il ignore encore que cette vision inattendue l'entraînera au cœur d'une vérité qui va tout bouleverser. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de dire en commentaire d'où dans le monde vous nous regardez. C'est parti. Le soleil déclinait doucement sur une longue route isolée du nord du Québec, transformant l'asphalte en un ruban doré sur lequel l'on devinait à peine les rares voitures de passage. Les forêts s'étendaient à perte de vue de chaque côté, noires et imposantes, dégageant cette aura de mystère propre aux régions sauvages du Canada. Ce jour-là, Lucien, un camionneur chevronné de 54 ans, roulait sans se presser en direction d'une scierie locale. En plus de 2 décennies, il avait parcouru ces routes 100 fois, peut-être 1000, et pensait avoir tout vu. Mais les routes les plus familières peuvent encore réserver des surprises. D'abord, il ne remarqua qu'une silhouette immobile au loin. Alors qu'il s'approchait, le contour d'un félin se précisa, un lynx, assis exactement au milieu de la chaussée, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Lucien connaissait un peu les animaux de la région, et repérer un lynx n'était pas en soi un phénomène extraordinaire. Le plus étrange, c'était le fait qu'il ne bougeait pas d'1 centimètre, même lorsque le camion de plusieurs tonnes de Lucien commença à ralentir pour l'éviter. C'était comme si ce félin, pourtant censé être farouche, ne sentait aucun danger imminent. Il manœuvra son poids lourd avec précaution, activant ses feux de détresse et s'arrêtant à quelques mètres seulement du lynx. Dans son habitacle, Lucien éteignit le moteur pour couper le vrombissement infernal qui résonnait autour. Le silence s'imposa soudain dans cette étendue sauvage, juste troublée par le bruit du vent dans les sapins et au loin par les échos d'un ruisseau. Lorsqu'il descendit de sa cabine, il sentit immédiatement un frisson. Était-ce la fraîcheur crépusculaire ou une intuition que quelque chose ne tournait pas rond? En approchant, il s'attendait à voir le lynx fuir à toutes pattes dans les sous-bois. Mais la bête resta là, ses yeux fixés quelque part devant elle, comme si elle ne percevait rien de ce qui l'entourait. Son pelage gris et chamois était long et légèrement emmêlé, témoignage d'un hiver rude. Autour de ses joues, on voyait les favoris typiques des lynx canadiens, ces touffes de poils qui leur donnent un air à la fois noble et sauvage. Pourtant, il y avait aussi quelque chose qui clochait dans le regard de l'animal, comme un voile qui brouillait ses iris. Lucien fit un pas de plus et, à sa grande surprise, le lynx ne réagit toujours pas. Pas de grognement sourd, pas de mouvement de recul, seulement un léger pivot de la tête, signe d'une hésitation. Alors, en observant de plus près, Lucien comprit. Les yeux du lynx étaient couverts d'un léger film blanchâtre, presque imperceptible sous la lumière changeante. C'était la marque d'une cécité, du moins partielle, mais clairement handicapante. À ce moment précis, il ressentit comme une bouffée de compassion pour ce grand félin, condamné à survivre dans une nature impitoyable, sans l'un de ses sens les plus vitaux. Pourquoi un lynx aveugle s'obstinerait-il à s'asseoir en plein milieu d'une route? Lucien savait combien les prédateurs évitent normalement les routes, notamment celles qui résonnent du bruit des moteurs et du passage des humains. Il s'agenouilla prudemment, à une distance de sécurité, puis tenta de parler d'une voix basse et apaisante. Ce n'était certes pas un chat domestique, mais il espérait montrer à l'animal qu'il ne lui voulait pas de mal. À son grand étonnement, le lynx émit un léger feulement comme une plainte. Quelque chose d'autre se passait ici. Lucien sortit son téléphone portable pour appeler la faune locale ou un refuge, quand un détail attira son attention. Autour du cou du lynx, un collier rudimentaire, fait d'une lanière de cuir et d'une petite étiquette métallique. Les rares fois où des lynx sont équipés d'un collier, c'est généralement dans le cadre d'études scientifiques, or ce qu'il voyait ne ressemblait pas à un appareil de suivi sophistiqué,
mais plutôt à une sorte d'identification artisanale. En s'approchant encore, il put déchiffrer la mention R. Lambert gravée sur la petite plaque, avec un numéro illisible à côté. Qui était ce R. Lambert? Et pourquoi un lynx aveugle portait-il un collier fabriqué à la main? Lucien, perplexe, prit une photo rapide pour ses propres archives et se promit de poser la question à quelqu'un de plus compétent. Il téléphona d'abord à la sûreté locale, expliquant la situation de manière concise. Malgré l'étrangeté de son récit, on lui assura qu'une équipe tenterait de le rejoindre, ou du moins de le mettre en contact avec un service de protection de la faune. Lucien raccrocha, le cœur un peu serré, sans savoir si l'aide arriverait avant la tombée de la nuit. Le silence du soir s'épaississait et avec lui, l'air devenait glacial. Lucien craignait de laisser ce lynx vulnérable sur la route, aveugle et exposé. Certes, la sécurité exigeait de ne pas trop s'approcher d'un animal sauvage, d'autant qu'on ignorait son tempérament réel. Pourtant, il se sentait responsable, voire investi d'une mission. Après tout, n'importe quel conducteur moins attentif aurait pu faucher le félin en un instant. Il décida donc de rester là pour signaler aux véhicules qui passeraient, s'ils étaient assez rares, tôt ou tard, la présence de l'animal. Bien sûr, Lucien savait qu'il ne pourrait pas rester éternellement. Il avait des livraisons à honorer et la nuit promettait d'être rude. Mais quelque chose le poussait à ne pas abandonner. Dans l'habitacle de son camion, il disposait d'une couverture thermique et d'un sac de nourriture. Il prit quelques friandises protéinées, un reste de viande séchée et s'approcha avec précaution. Lorsqu'il tendit un morceau de viande, il remarqua que le lynx réagissait d'abord à l'odeur, avant d'ouvrir la gueule et de happer la nourriture. Même si Lucien n'était pas expert, il sentit que le lynx était affamé. Chaque bouchée avalée semblait le revigorer un peu, et pourtant, son attitude demeurait étrange, comme s'il guettait quelque chose dans le vide ou qu'il attendait un signal. C'est là que Lucien réalisa que l'animal ne tentait pas juste de survivre. Il paraissait vouloir attirer l'attention, rester sur le bitume où il ne cessait de se planter au même endroit, malgré le danger évident. Était-ce un geste de détresse, ou bien obéissait-il à un instinct précis? Pendant qu'il se questionnait, un pick-up finit par apparaître au loin, ses phares illuminant la scène. Lucien se redressa et agita les bras pour faire ralentir le conducteur. Le véhicule s'arrêta à quelques mètres et un homme en descendit, un garde-faune, à en juger par sa tenue et l'insigne sur sa veste. Il se présenta sous le nom de Gabriel Beaulieu, un agent dépêché à la hâte. Soulagement. Lucien l'accueillit d'un air sérieux et lui montra le lynx aveugle qui, encore une fois, ne réagissait qu'à l'odeur et au son, pas au mouvement. « Ça alors ?» murmura Gabriel en s'approchant prudemment. Il sortit une lampe de poche qu'il dirigea délicatement vers les yeux du félin. Le lynx ne plissa même pas les paupières. « Il est aveugle, c'est sûr. Et ce collier, vous l'avez déjà vu ?» demanda-t-il en se tournant vers Lucien. Le camionneur raconta tout, la mention, R. Lambert, l'attitude bizarre de l'animal, sa détermination à rester sur la route malgré tous les risques. Gabriel fronça les sourcils en entendant ce nom. Il confessa qu'un certain Raymond Lambert était connu des registres de la faune pour avoir signalé, il y a 2 ans, la présence d'un lynx blessé sur ses terres. Mais depuis, on avait perdu sa trace, et personne ne savait ce qu'il était advenu du lynx qu'il avait tenté de soigner. Était-ce le même lynx? Et si oui, pourquoi semblait-il chercher à attirer l'attention ici, précisément? La nuit s'avançait, et le vent se faisait plus mordant. Gabriel proposa de déplacer l'animal hors de la route. Il sortit calmement un grand linge et tenta de couvrir le lynx pour l'apaiser, tout en restant alerte à toute réaction féroce. À sa grande stupeur, le félin laissa faire, se contentant d'un léger grondement lorsqu'on le souleva doucement. Avec l'aide de Lucien,
Gabriel amena le lynx sur l'accotement, en bordure d'un bois de pin serré. C'est alors qu'un bruit parvint de l'orée de la forêt, un son presque imperceptible, un raclement métallique, ou peut-être juste une branche qui craquait. Lucien et Gabriel échangèrent un regard. Le lynx, quant à lui, se redressa sous sa couverture, comme alerté. Même aveugle, il semblait repérer cette vibration mieux que les humains, quelque chose ou quelqu'un se trouvait dans les parages. Si le lynx attendait précisément à cet endroit, cela pouvait signifier qu'il espérait un secours, ou qu'il protégeait un secret. Le moment était chargé de tension, comme une pause suspendue dans l'air frais. Les deux hommes, l'esprit en ébullition, se demandaient comment ce simple incident routier s'était transformé en mystère grandissant. Et si, derrière la cécité du lynx et le nom gravé sur son collier, se cachait bien plus qu'une histoire d'animal blessé? Gabriel songea aussitôt à prévenir d'autres agents, peut-être la sûreté ou même le service de recherche et sauvetage, mais il savait qu'il avait besoin de preuves avant de déclencher l'alerte. De son côté, Lucien, malgré la fatigue, sentait que sa nuit ne faisait que commencer. Pourquoi ce félin aveugle s'était-il risqué sur une route déserte en pleine nuit, si ce n'est pour attirer l'attention d'un passant? Et si Lambert était quelque part non loin, blessé ou disparu, comptant sur le lynx pour appeler à l'aide? Cette hypothèse, aussi improbable qu'elle fût, traversa l'esprit de Lucien et de Gabriel en même temps. Dans cette contrée sauvage, où l'instinct et la résilience se mêlent constamment, on ne pouvait écarter aucune possibilité. Sans trop se concerter, les deux hommes décidèrent alors de s'aventurer quelques pas dans la forêt, prudemment, tandis que le lynx demeurait sur place, comme pour les encourager à continuer. Plus ils avançaient dans l'obscurité, plus leur sens s'aiguisait. Le moindre craquement de branches leur semblait porteur d'un sens profond. Les faisceaux de leurs lampes balayaient les troncs et les fourrés, révélant un décor onirique d'arbres immenses et de mousses scintillantes au clair de lune. Puis, soudain, un éclat métallique se dessina derrière un buisson, à quelques mètres seulement. Le reflet métallique qui scintillait entre les branches poussa Gabriel et Lucien à rester sur leur garde. Chaque pas les rapprochait du buisson, mais l'impression d'être vraiment observé grandissait. Dans le lointain, on entendait le lynx gémir, comme s'il tentait de les guider malgré sa cécité. Les deux hommes échangèrent un signe de tête, puis Gabriel écarta lentement les branches pour révéler un objet partiellement enfoui dans la neige. C'était une petite boîte rouillée, fermée par un cadenas. Au sol, une trace de pas à moitié effacée, trop grande pour un animal, laissait penser qu'un humain était passé ici récemment. Gabriel ramassa la boîte et tenta de la secouer. Aucun son ne se fit entendre. Il rangea sa découverte dans son sac à dos, prêt à l'examiner plus tard en lieu sûr. Lucien, serrant les dents, scrutait la forêt sans distinguer autre chose que des silhouettes sombres. Le froid mordant n'arrangeait rien, engourdissant les doigts et alimentant l'inquiétude. Bientôt l'obscurité serait totale, il devait agir vite. Le grondement lointain d'un corbeau brisa le silence. Au même instant, le lynx, resté près de la route, poussa un second feulement, une supplication, comme s'il les implorait de s'enfoncer davantage entre les arbres. Sans perdre de temps, Gabriel s'avança en tête, balayant le sol de sa lampe. Il repéra des branches cassées, signe d'un passage récent. Lucien, tenant la lampe de secours, suivait à 2 pas. À chaque foulée, la neige crissait sous leurs bottes, couvrant presque le bruit de leur respiration. L'obscurité s'épaississait. Les troncs se resserraient. Puis ils virent d'autres traces de pas s'enfonçant vers le cœur de la forêt. L'agent de la faune se pencha et confirma qu'il s'agissait bien d'empreintes humaines, potentiellement récentes. Plus ils avançaient, plus la sensation d'être sur la piste de quelque chose d'inhabituel les tenaillait. Brusquement, un craquement sourd retentit à leur gauche. Lucien braqua sa lampe, révélant un tronc d'arbre moussu, mais rien de plus. Pourtant, le son se répéta,
plus proche cette fois. Gabriel leva la main pour imposer le silence. Les minutes suivantes semblèrent interminables. Aucun mouvement, aucune autre vibration. Peut-être un animal fuyant leur présence ou le bois qui travaillait sous l'effet du gel. Ils continuèrent jusqu'à tomber sur un léger renfoncement du terrain. Là, un abri de fortune, fait de bâches et de branchages, se dessinait. À l'intérieur, ils distinguèrent un sac de couchage roulé et 2 boîtes de conserve. Lucien se baissa pour inspecter les boîtes. Elles portaient encore des étiquettes, indiquant une date de péremption récente. Quelqu'un campait ici, et ce quelqu'un ne devait pas être loin. Gabriel s'approcha du sac de couchage et y trouva un carnet en cuir, taché et gondolé par l'humidité. À l'intérieur, plusieurs pages griffonnées, la plupart illisibles. Mais sur la couverture intérieure, on pouvait lire un nom, Raymond Lambert. Les 2 hommes échangèrent un regard véritablement bouleversé. Ce nom coïncidait avec l'inscription sur le collier du lynx. Si Raymond était ici, pourquoi se cacher ainsi? Et surtout, où avait-il disparu à présent? Gabriel feuilleta le carnet, priant pour y trouver une indication sur la raison de sa présence. Quelques bribes émergèrent, des notes mentionnant un lynx blessé, un traitement expérimental pour sauver sa vue et des inquiétudes sur la santé mentale de Raymond. On y lisait également des références à des voix dans la forêt et un silence oppressant qui m'observe. Lucien, les sourcils froncés, demanda si ces mots étaient le signe d'une paranoïa ou de phénomènes plus tangibles. Malgré la confusion, une certitude naissait. Lambert s'était attaché à ce lynx au point de risquer sa vie pour lui venir en aide. Après avoir soigneusement refermé le carnet, Gabriel inspecta le pourtour de l'abri. Il remarqua de la terre fraîchement retournée près d'un pin rabougri, comme si quelqu'un y avait enfoui un objet. Les semelles de bottes menaient aussi vers un ruisseau proche, indiquant que Lambert puisait sûrement son eau ici. Lucien, penché au-dessus du petit cours d'eau, découvrit un récipient en métal suspendu à une branche, preuve que l'endroit servait de campement depuis déjà fort longtemps. Mais alors, pourquoi le lynx s'était-il donc aventuré jusqu'à la route? Cherchait-il de l'aide pour Raymond, ou fuyait-il quelque chose qui rôdait dans les parages? Les ondes de la radio grésillèrent soudain, tirant Gabriel de ses réflexions. Un agent lui signalait que la nuit tombait et qu'un blizzard pouvait survenir. Gabriel confirma qu'ils avaient découvert des indices liant le lynx aveugle à un individu disparu. Lucien, inquiet, proposa de regagner la route pour mettre l'animal en sécurité, mais Gabriel hésitait à quitter l'abri sans en savoir plus. Finalement, ils convinrent de revenir sur leurs pas. Ils devaient d'abord s'occuper du lynx et rapporter ses éléments au poste local. En sortant du renfoncement, ils notèrent ce silence pesant, comme si la forêt entière retenait son souffle. De retour près de la route, ils retrouvèrent le lynx, toujours enveloppé dans la couverture improvisée. La bête, visiblement affaiblie mais toujours calme, réagissait au son plus qu'au geste, confirmant sa cécité presque totale. Gabriel examina brièvement l'animal et remarqua que son collier avait été ajusté avec soin. Une délicate étiquette mentionnait Lambert, témoin d'un lien évident. Lucien approcha alors pour proposer de ramener le lynx dans sa cabine chauffée. Il n'avait pas d'autre solution à court terme, surtout à l'orée de la nuit. Gabriel acquiesça. Mieux valait tenter de le mettre en sécurité avant de résoudre ce mystère étrange. À l'intérieur du camion, la chaleur se diffusa rapidement et le lynx se détendit un peu, quoique la tension fût palpable. Lucien démarra le moteur pour alimenter le chauffage tandis que Gabriel contactait sa base pour demander un appui vétérinaire. Dehors, les premières bourrasques annonçaient déjà un changement de météo. La nuit, sombre, allait rendre toute recherche plus compliquée. Au fond de lui, Gabriel pressentait que cette affaire n'était pas qu'un simple sauvetage de bêtes sauvages. Le carnet, la boîte rouillée,
l'abri de fortune, tout indiquait un problème plus vaste. Restait à savoir si Raymond Lambert était encore en vie. Malgré le froid qui s'insinuait insidieusement dans chaque recoin de la cabine, Lucien laissa le moteur tourner pour garder la chaleur. Le lynx, blotti dans la couverture, paraissait moins agité, bien que ses muscles tressaillent parfois au moindre bruit. Gabriel, assis sur le siège passager, soupirait à intervalles réguliers, l'esprit déjà en train de planifier la suite. Il avait échangé quelques mots avec un collègue au poste de la faune, qui l'avait averti qu'il faudrait au moins 1 heure avant que du renfort n'arrive. L'agent craignait surtout que le temps ne se dégrade trop vite et ne rende l'accès à ce coin de forêt encore plus compliqué. « Je me demande ce qu'il a dans cette fichue boîte rouillée », lâcha Lucien, repensant à l'objet qu'ils avaient découvert un peu plus tôt. « Moi aussi », répondit Gabriel d'un ton pensif. « Je te propose qu'on s'en occupe maintenant, à l'abri, pendant qu'on attend les autres. De toute façon, avec ce blizzard qui se prépare, je doute qu'on puisse entreprendre une vraie fouille nocturne. » Lucien acquiesça. Il descendit de la cabine, contourna le camion pour ouvrir la porte côté passager et aida Gabriel à s'installer sur le marchepied afin de bénéficier de la lumière du plafonnier sans exposer la boîte aux rafales de vent. L'agent sortit l'objet de son sac et observa longuement le cadenas, un modèle tout simple mais passablement rouillé. Avec un petit tournevis multi-usage, Gabriel essaya de forcer la serrure. Après quelques tentatives, le cadenas céda dans un grincement métallique, libérant le couvercle. À l'intérieur, ils trouvèrent un amas de papier jauni, des photos en noir et blanc et un médaillon en argent terni. Plusieurs clichés montraient un homme de taille moyenne, barbe fournie, posant avec un lynx adulte. Sous l'un d'eux, on pouvait lire la date manuscrite, 15 avril 2019, premier contact. Lucien et Gabriel échangèrent un regard incrédule. Cette image suggérait qu'un lien existait entre Raymond Lambert et un lynx depuis bien plus longtemps que 2 ans. Il y avait également un certificat vétérinaire daté de la même période, mentionnant une chirurgie oculaire sur un lynx blessé. Et dans un coin de feuille, griffonné au stylo, « Ne pas abandonner, il compte sur moi ». Le médaillon, attaché à une chaîne cassée, portait des initiales gravées, RL. Sur l'autre face, on distinguait une forme à peine reconnaissable, comme la silhouette d'un lynx stylisé. Gabriel laissa ses doigts glisser sur le pendentif, comme s'il redoutait de briser un secret vieux de plusieurs années. Lucien sentait que toute cette affaire tournait autour d'un lien extraordinaire entre l'homme et la bête, mais il peinait à assembler les pièces du puzzle. « J'ai l'impression que Lambert a sauvé plus d'un lynx dans sa vie », dit Gabriel en replaçant soigneusement les papiers dans la boîte. « Je savais qu'il avait un passé de soigneur amateur, mais là, on découvre quelque chose de plus profond. Peut-être qu'il s'est isolé pour veiller sur cet animal précis. » « Tu crois que le lynx qu'on a là, c'est celui de la photo ?» demanda Lucien, en désignant d'un signe de tête le félin aveugle recroquevillé derrière eux. « Difficile à dire, » répondit Gabriel en se retournant vers l'animal. « La photo date de 4 ans. Un lynx peut vivre dans les 10, 15 ans sans problème, alors ce n'est pas impossible. Mais l'exemplaire qu'on a récupéré n'est plus tout jeune non plus, même s'il semble encore vigoureux. Et puis il y a ce détail de cécité. » Lucien remarqua alors que le lynx avait dressé la tête, les oreilles tendues vers l'extérieur, comme à l'affût. Le camion vibrait légèrement sous les premières rafales de vent et l'on sentait la neige commencer à fouetter la carrosserie. Pourtant, il y avait autre chose que ces simples bourrasques. Un bruit ou une présence se frayait un chemin dans le noir. Intrigués, les 2 hommes se penchèrent pour regarder par le pare-brise, mais ils ne virent rien d'autre que des congères virevoltant sous les phares. Soudain, le lynx émit un long feulement, rauque et grave, à 1000 lieues du miaulement d'un chat domestique. Un frisson parcourut Lucien. Il connaissait les félins ayant déjà croisé un cougar lors de ses voyages, mais ce son exprimait davantage qu'un simple appel.
On eût dit un avertissement ou un signe d'anxiété. Gabriel leva la main pour faire taire Lucien, se concentrant sur la direction où pointaient les oreilles du lynx. Au bout de quelques secondes, un craquement distinct retentit, comme si un arbre cédait sous la tempête. « On ferait mieux d'aller voir », proposa Lucien. « Ça pourrait être quelqu'un qui erre dehors, ou même Lambert, blessé. » Gabriel acquiesça, l'air grave. Ils refermèrent la boîte rouillée et la glissèrent sous le siège passager. Puis, après avoir vérifié que le lynx était bien installé, ils décidèrent de sortir à nouveau, lampes torches en main. La neige avait redoublé d'intensité, rendant la visibilité quasiment nulle au-delà de quelques mètres. Chaque bourrasque leur fouettait le visage, et il leur fallut avancer en se guidant mutuellement pour éviter de perdre l'équilibre. À peine eurent-ils parcouru une centaine de pas sur la route que la silhouette d'un second véhicule apparut, feux éteints, garé en biais sur la bande d'arrêt d'urgence. Le capot était ouvert et la porte conducteur grande ouverte, laissant entrer les flocons à l'intérieur. Cette image incongrue troubla les deux hommes, surtout lorsqu'ils s'aperçurent qu'il n'y avait personne autour. Lucien brandit sa lampe à l'intérieur de l'habitacle et découvrit un sac de couchage, un manteau épais et une gourde renversée sur le tapis. Rien ne permettait toutefois d'identifier rapidement le propriétaire. « Il est peut-être parti à pied », lança Lucien au milieu du vent. « Ou alors, il est allé chercher de l'aide. » Gabriel restait silencieux, mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Ce véhicule isolé, laissé à l'abandon en pleine tempête, rappelait étrangement la scène du campement découvert plus tôt. Plus, il fit le tour inspectant le coffre, mais trouva surtout des vivres, des vêtements chauds et un dossier cartonné portant l'inscription « Lambert, dossier médical ». Les mains tremblantes, il ouvrit le dossier à la lumière de sa lampe, découvrant plusieurs feuillets qui semblaient provenir d'une clinique privée. Il y était question d'une thérapie expérimentale, pratiquée sur un lynx blessé aux yeux, 1 an auparavant. Au fil de la lecture, Gabriel reconnut le nom du vétérinaire, un spécialiste de Montréal ayant mené des recherches sur la greffe de cornée animale. Mais il apparut que le résultat final était un échec, aboutissant à une cécité progressive, irréversible. Était-ce le même lynx? Tout indiquait que oui. Alors qu'il s'enfonçait dans la lecture, un grondement sourd résonna dans la forêt voisine, suivi d'un craquement formidable. Lucien, affolé, scruta les cimes. Un immense pin, déjà fragilisé, venait de s'écrouler à quelques dizaines de mètres, projetant une gerbe de neige poudreuse. L'impact résonna dans l'air glacé, comme un coup de tonnerre étouffé. Cette chute subite, conjuguée à l'obscurité, fit naître un sentiment d'urgence. Il ne pouvait rester dehors plus longtemps sans prendre de risques. On devrait retourner au camion et attendre les renforts, cria Gabriel pour couvrir le hurlement du vent. Le blizzard empire, et je n'ai pas envie de finir coincé ici. En plus, ce véhicule, on le mettra dans notre rapport. Lucien hocha la tête, jetant un dernier regard vers la forêt. Il avait la certitude que, quelque part, Raymond Lambert errait peut-être, blessé ou désorienté. Pourtant, dans cette tempête, toute recherche était vouée à l'échec pour ce soir. Ils regagnèrent le poids lourd tant bien que mal, glissant sur la neige qui s'accumulait. À l'intérieur, la température leur parut soudain douce, presque confortable. Le lynx tremblait légèrement malgré la couverture. « Tiens bon, vieux !» marmonna Lucien en posant une main compatissante près de la tête du félin. Gabriel, quant à lui, reprit la radio pour signaler la découverte du second véhicule et l'impossibilité de poursuivre les recherches dans ces conditions. Son collègue au poste lui confirma qu'une équipe d'intervention rapide arriverait dès que la tempête se calmerait. Ils allaient transporter le lynx vers une structure adéquate, puis organiser une battue pour retrouver Lambert. Sans rien dire, Lucien et Gabriel comprirent qu'ils vivraient une nuit longue et agitée.
Le vent hurlait autour du camion, secouant la cabine comme si une main géante tentait de la renverser. Lucien, épuisé, jeta un coup d'œil au chronomètre de son tableau de bord. À peine 21 minutes s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient regagné le véhicule, mais la tempête rendait chaque minute interminable. À l'arrière, le lynx restait prostré, enfoui sous la couverture, le regard vacant fixé droit devant lui. Malgré sa cécité, il semblait saisir l'ampleur de la situation. Ses moustaches frémissaient par moments, captant chaque courant d'air, chaque variation de température. Gabriel, malgré son statut d'agent de la faune habitué aux pires conditions, ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement d'angoisse. Les renforts arriveraient-ils à temps? Et Lambert, s'il errait toujours dans ces bois, tiendrait-il jusqu'à l'aube? Il était déjà arrivé que des gens disparaissent en pleine tourmente hivernale, sans jamais être retrouvés. Au travers de la vitre, on ne distinguait plus que les flocons épais qui retombaient comme un rideau continu, masquant toute visibilité. « On a quoi à manger dans ta cabine ?» demanda subitement Gabriel, plus pour chasser le silence que par réelle faim. Quelques barres protéinées, des biscuits secs et du café soluble. Rien de très gastronomique. Lucien lui tendit une barre, puis il en garda une pour lui-même. En mâchant, ils se réchauffèrent les mains près du petit radiateur portatif branché à l'allume-cigare. De temps en temps, Lucien se levait pour vérifier le niveau de carburant. Il ne voulait surtout pas vider le réservoir au risque de se retrouver sans chauffage. S'ils étaient contraints de passer la nuit ici, mieux valait gérer chaque ressource avec prudence. Les minutes passèrent, ponctuées par le crépitement de la radio. De temps à autre, la voix hachée d'un collègue de Gabriel perçait le grésillement pour signaler qu'une déneigeuse tentait de rouvrir la route plus au sud. Personne n'évoquait de sauvetage immédiat. On mentionnait surtout des arbres tombés, des fils électriques arrachés. Dans un coin de son esprit, Gabriel envisageait déjà d'organiser une mission à la première accalmie, quitte à solliciter la sûreté pour déployer des chiens de recherche. Le lynx laissa échapper un léger soupir. Lucien, bienveillant, s'approcha de lui. Il ignorait comment réconforter un animal sauvage, encore moins un prédateur blessé et effrayé par la tempête. Pourtant, un simple contact de sa main sur la couverture parut apaiser le félin, qui se remit à respirer plus calmement. « J'espère qu'il tiendra le coup », glissa Lucien, la gorge serrée. « Regarde-le. On dirait qu'il lutte pour garder la tête hors de l'eau. Dès que les renforts arrivent, on l'emmène dans un centre adapté. Je connais un refuge où un vétérinaire spécialisé pourra l'examiner. » La conviction dans la voix de Gabriel était sincère. Cependant, une partie de lui savait que l'état du lynx restait préoccupant. Ses photos et documents trouvés plus tôt laissaient entendre qu'une opération avait été tentée, sans succès, et la cécité l'exposait à tous les dangers. Surtout, l'animal semblait maigre, trop faible pour chasser de lui-même. Alors qu'ils finissaient leur maigre repas, un craquement retentit soudain sur la tôle du camion, suivi d'une secousse violente. Lucien se précipita vers la vitre latérale pour apercevoir la silhouette d'une lourde branche tombant dans un fracas de neige. Un pin voisin s'était partiellement brisé sous la force de la tempête, projetant un épais branchage contre la carrosserie. Plus de peur que de mal, mais la scène rappela à quel point leur abri temporaire demeurait vulnérable. « Faut espérer qu'aucun arbre ne nous tombe dessus », commenta Lucien, tentant de plaisanter malgré l'inquiétude. « Si la situation empire, on sera contraint de quitter le camion, mais je ne vois pas où aller par ce blizzard. » Gabriel ouvrit la portière un bref instant, plongeant son visage dans la rafale pour évaluer les environs. Aussitôt, un tourbillon de neige s'engouffra dans la cabine, glaçant l'atmosphère. Il referma rapidement, sans rien distinguer de nouveau. La nuit était désormais noire, les phares peinant à éclairer à plus de 3 ou 4 mètres. « Mon poste se trouve à une dizaine de kilomètres d'ici », reprit-il d'un ton plus sombre. «
En temps normal, c'est l'affaire de 20 minutes en voiture, mais avec cette neige, on parlerait de plusieurs heures à pied. On ne peut qu'attendre. Lucien hocha la tête, résigné. Ils prirent la décision de s'organiser pour la nuit. L'un d'eux veillerait, pendant que l'autre tenterait de dormir un peu, et ils se relayeraient ainsi. Leur première priorité restait la sécurité du lynx et la leur, en attendant que les secours puissent intervenir. « Je vais essayer de fermer l'œil », proposa Lucien, fatigué d'avoir conduit toute la journée. « Je te laisse l'honneur de monter la garde. »« Pas de problème », confirma Gabriel en essayant de sourire. « Repose-toi, je te réveillerai si quelque chose se passe. » Lucien inclina le siège conducteur pour s'y allonger tant bien que mal, tandis que Gabriel vérifiait une dernière fois le carnet et la boîte rouillée. Les témoignages manuscrits de Lambert occupaient son esprit. À travers ces notes, on percevait un lien quasi filial entre l'homme et le lynx, comme s'il avait tout sacrifié pour sauver la bête. Peut-être recherchait-il un remède miracle, malgré un diagnostic fatal. Cette obstination l'avait-elle poussé à s'isoler au cœur de la forêt? Avait-il succombé à la folie ou à une obsession incontrôlable? Gabriel n'était pas homme à tirer des conclusions hâtives, mais chaque nouvelle découverte le rapprochait d'un pressentiment sombre. La nuit s'étira. Les bourrasques semblaient redoubler d'intensité. Par moments, un silence pesant s'installait, brisé seulement par le gémissement de la tempête, quand elle se remettait à rugir. Gabriel passait le temps en écoutant les messages radio. La plupart concernaient des véhicules bloqués, des pylônes électriques en panne et des familles réfugiées chez des voisins mieux équipés. Nul mot de Lambert ni d'un individu qui aurait pu signaler sa détresse. Peu après 3 heures du matin, Lucien se réveilla en sursaut, comme s'il avait senti un danger imminent. Il balaya la cabine du regard. Gabriel, à moitié assoupi, tenait toujours la radio et le lynx dormait en silence. D'un signe de tête, Lucien proposa d'inverser les rôles pour permettre à Gabriel de s'accorder un moment de repos. Ce dernier hésita puis céda, trop exténué pour refuser. Au fil des minutes, l'esprit de Lucien vagabondait. Il songeait à son propre passé. Enfant, il avait rêvé de devenir garde forestier, mais la vie l'avait poussé vers une carrière de routier. Pourtant, il avait toujours conservé un profond respect pour la faune et la flore. S'il se retrouvait ce soir à veiller sur un lynx aveugle au milieu d'une tempête de neige, c'était peut-être un signe du destin. Avec prudence, il passa la main près de la tête du félin, lequel émit un léger ronronnement rauque, comme un remerciement. À 4 heures, la tempête ne faiblissait pas. Les rafales s'étaient transformées en bourrasques presque cycloniques. Lucien, assis bien droit sur son siège, se surprit à scruter l'obscurité avec une détermination nouvelle. Puis, sans crier gare, une petite lueur orangée apparut au loin, à travers le blizzard. Au premier coup d'œil, Lucien crut à une illusion, mais la lumière vacilla de nouveau, comme une flamme battue par les vents. Il alluma immédiatement le plafonnier pour réveiller Gabriel. À moitié endormi, l'agent ouvrit les yeux, grognant un instant. Lucien pointa du doigt la direction de cette étrange lueur. Ils éteignirent les phares du camion pour mieux discerner le point lumineux. Effectivement, quelque chose brillait à une centaine de mètres, vers le nord-ouest, au milieu des sapins. « Ce n'est pas un feu de camp », s'étonna Gabriel, fronçant les sourcils. « Ça tremblote trop. » Alors quoi? Une lampe de poche? Un signal? Les 2 hommes échangèrent un regard inquiet. Était-ce un signe que Lambert se trouvait dans les parages, ou bien quelqu'un d'autre? Partagés entre la prudence et l'urgence, ils comprirent en un instant qu'ils ne pourraient pas attendre le lever du jour. Un être humain, là-bas, risquait peut-être sa vie. Lucien coupa aussitôt le moteur pour ne pas être repérable au bruit et vérifia que le lynx restait bien emmitouflé. Même si la chaleur diminuerait progressivement,
Le silence leur permettrait de mieux écouter l'environnement. Gabriel, encore groggy, se frotta les yeux et tendit l'oreille, espérant percevoir un quelconque appel. Rien ne venait, hormis les hurlements du vent. Mais cette lueur orangée était indéniable. Elle vacillait, disparaissait parfois derrière un rideau de neige, pour réapparaître quelques secondes plus tard. Ils s'équipèrent de leurs lampes, enfilèrent leurs manteaux rembourrés, puis s'accordèrent un bref échange de regards. Partir ensemble, en laissant le lynx dans le camion, n'était pas idéal, mais qu'arriverait-il si cette lumière était celle de Lambert, en détresse? Et si, au contraire, c'était un piège ou une hallucination causée par la tempête? Malgré le doute, l'urgence de la situation s'imposait. Après tout, il pouvait s'agir d'un être humain tentant désespérément de survivre. « On y va, mais on fait vite », lâcha Gabriel d'une voix résolue. « Laisse la couverture au lynx. Ferme les portes à clé. On ne devrait pas s'absenter longtemps. » Compris. De toute façon, le carburant commence à baisser. Autant essayer de secourir qui que ce soit, puis on avisera. Avant de quitter la cabine, Lucien déposa près du lynx un vieux pull qui traînait dans un sac, pour ajouter une couche de protection. Il prit soin de vérifier qu'aucun objet dangereux ne traînait à portée de la bête, puis verrouilla le véhicule. Les rafales leur fouettèrent aussitôt le visage lorsqu'ils mirent le pied dehors. Ils progressèrent côte à côte, luttant contre le vent glacial, en direction du halo incertain. Chaque pas dans la neige profonde requérait un effort considérable, et il leur fallut céder des rares troncs pour maintenir l'équilibre. En avançant, ils se rendirent compte que la route disparaissait graduellement sous la poudreuse. Le moindre relief devenait invisible. Un fossé pouvait se trouver là où leurs bottes s'enfonçaient. Gabriel, en tête, s'arrêta parfois pour scruter l'horizon voilé. Il redoutait une chute d'arbres, un trou masqué ou une congère trop instable. Pourtant, la lumière persistait, frémissant à travers les flocons. Lorsqu'ils eurent parcouru une 50aine de mètres, la tempête sembla soudain s'apaiser, comme si un bras de la tourmente s'était déplacé plus loin. « Ça doit être un feu ou une lanterne tempête », murmura Lucien, voyant le miroitement caractéristique d'une flamme, ou même une lampe à gaz. Quelqu'un essaie peut-être de se réchauffer. Ils s'approchèrent encore, franchissant un talus recouvert de givre. Là, ils découvrirent un petit replat entouré de rochers. Au centre, un feu de camp mourant, protégé partiellement par un muret improvisé en branches. La flamme, affaiblie, laissait échapper un mince filet de fumée. Pas âme qui vive autour, ni tente, ni sac de couchage, rien. Juste quelques morceaux de bois partiellement consumés. La neige tourbillonnait, ce qui expliquait pourquoi le feu n'était pas encore éteint, mais l'endroit semblait déserté. Intrigué, Gabriel contourna les rochers pour voir si un éventuel abri se cachait de l'autre côté. Lucien, de son côté, examina le sol. Dans la lueur vacillante, il distingua des empreintes confuses, comme si plusieurs pas s'étaient succédés, certains plus lourds, d'autres plus légers. Tout indiquait une agitation récente, des branches cassées, des traces glissées. Toutefois, il était impossible de savoir depuis combien de temps ces marques existaient, car la neige avait déjà commencé à recouvrir le tout. « Gabriel, viens voir ça !» s'écria-t-il à demi-voix. L'agent revint près du feu, lampe en chaque recoin. Lucien pointait un objet métallique abandonné, une gourde en aluminium cabossée, portant l'initiale L. Ils échangèrent un regard bouleversé, L pour Lambert. Aucun doute, la coïncidence semblait trop grande. Les mains tremblantes, Gabriel ramassa la gourde, constata qu'elle était presque vide. Quelques gouttes gelées au fond indiquaient qu'elle avait contenu de l'eau il y a peu. Lambert a peut-être installé ce feu pour se réchauffer avant de repartir, analysa Gabriel. La question est, pourquoi l'avoir laissé allumer? Il n'est peut-être pas parti de son plein gré, répliqua Lucien, en balayant nerveusement la zone de sa lampe.
Le silence était presque inquiétant. Même la tempête paraissait s'être écartée de ce petit replat, laissant place à un calme troublant. Peu de traces de sang ou de lutte, juste un désordre suspect. Gabriel remarqua également des rayures profondes sur l'écorce d'un arbre voisin, comme si un animal y avait planté ses griffes. Impossible de savoir si c'était récent ou ancien, mais l'idée qu'une créature sauvage ait pu surgir n'était pas à exclure. Lambert avait-il voulu fuir un ours, un loup, ou quoi que ce soit qui rôdait? Continuons. Peut-être que Lambert s'est dirigé de l'autre côté. Ils décidèrent d'éteindre le feu pour éviter un risque de propagation dans le vent. Quelques pelletées de neige suffirent pour étouffer les flammes agonisantes, plongeant à nouveau le replat dans l'obscurité. Puis, s'orientant au jugé, ils cherchèrent un chemin possible, s'aidant de leurs lampes pour repérer d'éventuelles empreintes plus nettes. Après quelques pas, ils tombèrent sur un sentier étroit que la neige n'avait pas encore totalement recouvert. Des branchages et des traces légères y étaient visibles. Ni l'un ni l'autre ne savait où le chemin menait, mais c'était un indice suffisant pour tenter l'aventure. Au bout d'une centaine de mètres, la tempête reprit ses droits. Les rafales se firent plus vives, chassant la neige de manière tourbillonnante. Les deux hommes devaient parfois s'agripper aux arbres pour ne pas être emportés. À mesure qu'ils progressaient, ils s'enfonçaient davantage dans la zone forestière que Gabriel et Lucien avaient explorée plus tôt. Cette fois, ils cherchaient un signe de vie, un appel ou une silhouette. Mais tout demeurait silencieux, hormis le sifflement glacial du vent. « On ne tiendra pas plus longtemps comme ça », hurla Lucien pour couvrir le vacarme. « On va se perdre si on s'éloigne trop du camion. »« Attends, on va jeter un dernier coup d'œil », insista Gabriel. « Peut-être 10 minutes de plus, pas au-delà. » Pourtant, la forêt, dans son impassibilité, ne leur offrait aucune piste supplémentaire. Les branches, chargées de neige, craquaient sous leur poids, et parfois un amas entier chutait devant leurs pieds, provoquant un sursaut. Au bout d'un moment, ils durent admettre que poursuivre leurs recherches serait suicidaire. Alors, le cœur lourd, ils rebroussèrent chemin pour rejoindre la route, balisant leur retour avec des repères improvisés, craignant de se perdre dans l'obscurité. Lorsqu'ils retrouvèrent finalement le camion, ils découvrirent avec soulagement que le lynx vivait toujours. Il n'avait pas bougé, recroquevillé sous la couverture, même si son souffle paraissait court et heurté. Lucien, épuisé par l'effort, eut du mal à refermer la porte derrière lui. Dans la cabine, ils tentèrent de rallumer le moteur pour avoir un peu de chauffage. Il rugit faiblement avant de prendre son régime habituel, signe que le réservoir n'était pas encore à sec. Personne, juste un feu éteint et la gourde de Lambert, résuma Lucien en s'asseyant, trempé de sueur malgré le froid. C'est déjà un indice. Lambert est forcément dans les parages, ou du moins, il y était. Gabriel marqua une pause, observant le lynx qui maintenant levait la tête vers eux. Il y avait, dans le regard blanc de l'animal, une intensité troublante, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Peut-être le félin réalisait-il que son protecteur n'était plus là, qu'il dépendait désormais de ces deux humains pour survivre. Gabriel sentait que le temps jouait contre eux. « On ne peut plus rien tenter pour l'instant », admit-il, la gorge nouée. « Il faut attendre l'accalmie ou l'arrivée des renforts. » Lucien approuva tristement. Ils avaient fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens du bord. Maintenant, seule la lueur timide du matin pourrait leur offrir une chance de continuer la recherche de Lambert, dans l'espoir qu'il fût toujours vivant. Dans ce silence glacé, le camion à moitié enseveli devint leur unique refuge. Le lynx, Gabriel et Lucien, tous trois unis par un sort incertain, partageaient maintenant la même nuit d'angoisse, en proie au mystère qui continuait de grandir au sein de la forêt. Le froid sembla redoubler à mesure que la nuit avançait. Dehors, la tempête s'acharnait sur la région, faisant craquer les arbres sous le poids de la neige. Dans l'habitacle étroit du camion,
Lucien, Gabriel et le lynx aveugle restaient blottis, chacun luttant contre sa propre lassitude. Le carburant, quant à lui, diminuait dangereusement. Lucien surveillait l'aiguille du réservoir, qui flirtait désormais avec la zone rouge. Dès les premières lueurs de l'aube, si la tempête se calme, on devra absolument quitter cet endroit, dit Lucien, la mâchoire serrée pour maîtriser les frissons qui le parcouraient. Oui, acquiesça Gabriel. Je crains qu'on ne soit bientôt à sec. Et puis, il faut encore essayer de localiser Lambert. Le lynx poussa un léger feulement comme une sorte de plainte. Son museau se tourna à tâtons vers Lucien, flair en l'air. L'animal demeurait tranquille, mais sa maigreur le rendait plus vulnérable encore au froid. Lucien sentit un élan de compassion l'envahir. Malmené par la neige, incapable de chasser ou de voir, le félin semblait tenir le coup uniquement grâce à la présence de ces deux humains. « On ne peut pas l'abandonner », murmura Lucien comme pour lui-même. « On ne l'abandonnera pas », confirma Gabriel. « Si le refuge ouvre ses portes dès demain matin, on aura un moyen de le confier à un vétérinaire. » La radio s'activa soudain, crachotant des bribes de paroles. Gabriel bondit presque dessus, espérant un message de sa base. Mais la communication demeura confuse, interrompue par des parasites. Finalement, une voix se fit comprendre plus clairement. « Copie, ici poste, route bloquée, urgence médicale. » Gabriel appuya sur le bouton pour répondre. « Ici Gabriel Beaulieu, je vous reçois à moitié. Confirmez votre position par les plus forts. » Le grésillement se prolongea, puis la voix reprit hésitante. Forcé de rebrousser chemin, arbre tombé, pas possible d'atteindre. Avant l'aube, puis plus rien, le silence radio. Gabriel lâcha un juron, réalisant que les renforts ne parviendraient pas jusqu'à eux durant la nuit. Il était donc inutile de se bercer de faux espoirs. Ils étaient bloqués, avec un réservoir presque vide et un félin blessé. Au moins, Lucien possédait encore quelques provisions d'urgence et il pouvait tenir jusqu'à l'aube si la météo ne se déchaînait pas davantage. Les heures continuèrent à défiler, ponctuées de rares instants de demi-sommeil, où l'un d'eux veillait pendant que l'autre s'assoupissait brièvement. Par moments, le grondement du vent s'atténuait, laissant place à un silence oppressant, comme si la forêt retenait son souffle avant une nouvelle rafale. Lucien ruminait intérieurement, pensant à cette fameuse gourde marquée d'un L au feu de camp solitaire qu'ils avaient découvert. Où pouvait bien être Lambert à présent? Avait-il continué sa fuite ou était-il tombé dans un ravin? Et si le lynx resté à bord du camion était l'unique témoin de ce qui s'était passé? Aux premières lueurs du matin, la tempête sembla perdre de sa fureur. Un fin voile orangé perça la grisaille, timidement. Avec un soupir de soulagement, Lucien ralluma le moteur pour tenter de faire avancer le camion, mais les roues patinèrent aussitôt, bloquées par un amas de neige épaisse. Un épais banc s'était formé dans la nuit, emprisonnant les pneus dans une gangue glaciale. « On va devoir déneiger à la pelle », remarqua-t-il. « Sinon, on n'ira nulle part. »« Ok, je prends la pelle. On s'y met tout de suite avant que ça ne regèle trop. » Ils enfilèrent leurs manteaux et sortirent, laissant le lynx seul dans la cabine. Lucien entama le déblayage tandis que Gabriel, muni d'une petite hachette, tentait de dégager les branches tombées autour du camion. Chaque pelletée de neige semblait peser une tonne. Heureusement, la violence des bourrasques avait cessé, bien qu'un vent frisqué persistât. Au bout d'une heure d'effort, ils parvinrent à libérer partiellement le véhicule. Ils firent ensuite tourner le moteur pour tester l'adhérence. Les pneus crissèrent, patinèrent, puis, finalement, ils réussirent à avancer de quelques mètres, se rapprochant de la route principale. Le réservoir affichait un niveau alarmant. Ils ne pourraient pas aller loin. Gabriel proposa alors d'orienter d'abord le camion vers le sud, là où se trouvait le poste. Au même moment, le lynx, secoué par les mouvements, se remit à émettre des feulements plaintifs. Son souffle s'accélérait. Gabriel examina la bête.
Ses flancs se creusaient à chaque respiration et une sorte de tremblement agitait ses pattes. Il ne tiendra peut-être pas jusqu'au refuge, il a trop froid, ou peut-être un début d'infection. Lucien échangea un regard grave avec l'agent de la faune. Il n'avait ni médicaments appropriés, ni couverture assez chaude pour soigner convenablement l'animal. Pourtant, il ne pouvait simplement le relâcher dans cet état. « On doit rouler au moins jusqu'à la station-service la plus proche », proposa Lucien. « Peut-être y trouverons-nous de quoi nous abriter ou contacter quelqu'un ?» Gabriel approuva. Il redoutait que chaque minute de trajet soit un calvaire, mais rester sur place ne servirait à rien. Lucien enclencha la vitesse et avança avec précaution, progressant à travers la neige tassée. Le paysage, sous la première lumière du jour, révélait l'étendue des dégâts, des branches brisées jonchaient la chaussée, des troncs étaient penchés, prêts à s'abattre sous le moindre souffle. Parfois, il devait contourner un obstacle, frôlant le bas-côté où la route disparaissait. Le lynx respirait péniblement, la tête basse. Gabriel posa une main réconfortante sur le dos de l'animal, essayant de faire naître un semblant de calme. Pendant ce temps, Lucien scrutait les bas-côtés dans l'espoir fou de repérer une silhouette humaine, mais nul signe de Lambert ni de traces récentes. Au bout de quelques kilomètres à peine, le camion toussa, manifesta une baisse de puissance. Le carburant venait de s'épuiser. « Non, non, non !» grogna Lucien, donnant un coup de poing sur le volant. Ils avaient à peine parcouru un tronçon, et déjà le réservoir était vide. Le véhicule ralentit jusqu'à l'arrêt complet. Gabriel tenta la radio, mais les batteries semblaient faiblir. Plus aucun signe de communication stable. À l'extérieur, un léger brouillard montait du sol, givrant l'air ambiant. Sur la gauche, la forêt s'étendait toujours, menaçante et silencieuse. « Il faut continuer à pied », conclut Gabriel d'une voix ferme. « On ne peut pas rester ici, on se gèlera sur place. » Lucien acquiesça, bien que l'idée de porter le lynx l'inquiétât. Comment le transporter? Lui faire traverser la neige, lui qui était déjà si affaibli? Après mûre réflexion, Gabriel descendit du camion pour fouiller la remorque. Il y trouva un vieux brancard pliable, sans doute oublié par un collègue lors d'un précédent voyage. Avec un peu d'astuce, il pourrait y installer l'animal, protégé des secousses, et le tirer sur la neige comme une luge de fortune. « Ça vaudra ce que ça vaudra », annonça Gabriel en remontant dans la cabine, brandissant le brancard. Ils stabilisèrent le morceau de toile et y installèrent le lynx, enveloppé dans la couverture. Malgré sa faiblesse, le félin se débattit un peu lorsqu'ils le déposèrent à l'extérieur. Le vent froid lui fit tourner la tête, et il s'agita nerveusement. Lucien murmura quelques paroles apaisantes, posant doucement la main sur la tête de l'animal, jusqu'à ce qu'il se calme. Puis, attachant le brancard à une corde, ils commencèrent à avancer, Gabriel tirant devant et Lucien veillant derrière. Le soleil diffusait à présent une lumière plus franche, révélant des dizaines d'arbres renversés autour de la route comme des dominos écroulés. Ici et là, des troncs cassaient la perspective, rappelant la violence de la tempête nocturne. Seuls les craquements sous leurs pas et la respiration sifflante du lynx troublaient ce silence cotonneux. Ils progressèrent ainsi, mètres après mètres, luttant contre la fatigue accumulée. Chaque détour pour éviter un obstacle rallongeait d'autant plus la distance. Parfois, Lucien allait en éclaireur pour vérifier qu'il pouvait passer, dégageant quelques branchages en travers du chemin. Au bout d'une longue heure, une jonction apparut. Un croisement de route, flanqué d'un panneau indicateur. « Route 28 vers Valmartin », lut Lucien. « Il y a un bourg à quelques kilomètres, je crois. » Gabriel grimaça. Quelques kilomètres pouvaient se transformer en plusieurs heures de marche sur sol enneigé. Pourtant, c'était leur seule option. Pas la moindre voiture ne semblait circuler, pas de chasse-neige, pas de patrouille de police.
L'endroit paraissait vidé de toute présence humaine. Les deux hommes, le dos en sueur, ne pouvaient qu'espérer trouver un refuge en avançant. Ils repartirent de plus belle, silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Lambert restait introuvable. Le lynx, à peine conscient, gémissait par instants. Les provisions s'amenuisaient et l'eau gelait dans les gourdes. Malgré tout, l'idée d'abandonner ne les effleurait pas. Par un curieux mélange de responsabilité et d'obstination, ils cheminaient au cœur du désastre, liés par cette quête improbable de survie et de vérité. La lumière du matin réchauffait à peine l'atmosphère, tant l'air demeurait saturé d'humidité glaciale. Gabriel et Lucien, penchés en avant pour lutter contre la fatigue, progressaient pas à pas sur la route envahie par la neige. Le brancard traînait péniblement derrière eux, grinçant chaque fois qu'il heurtait une aspérité gelée. Le lynx, invisible sous sa couverture, gémissait faiblement à intervalles réguliers, comme pour rappeler sa présence. Ils avançaient depuis presque 2 heures sans croiser âme qui vive. Les arbres déchiquetés par la tempête bordaient toujours la route et les rares dégagements laissaient entrevoir un relief tourmenté. Coteaux givrés, ravins abrupts, flancs de collines boisées. Chaque pas coûtait un effort intense et leurs muscles commençaient à protester après tant de tension. « Je crois apercevoir quelque chose », fit soudain Lucien, serrant les dents. « Regarde là-bas, ça ressemble à un panneau ou un bâtiment. » Gabriel redressa la tête, cligna des yeux pour ajuster son regard. Effectivement, un petit rectangle sombre émergeait devant eux, comme une cabane ou un abri au bord de la route. Ravivés par l'espoir, ils se hâtèrent autant qu'ils le purent, tirant le brancard avec un regain de courage. Au fur et à mesure qu'ils s'approchaient, la silhouette d'un vieux garage délabré se précisa. Un toit en tôle froissée, des murs de planches anciennes, une façade percée de 2 larges portes coulissantes. « Ça a l'air abandonné », remarqua Gabriel, « mais on pourra peut-être s'y mettre à l'abri, au moins le temps d'examiner le lynx. » Les 2 hommes contournèrent la bâtisse, découvrant un écriteau à moitié effacé. Station de service Péloquin. Le lieu semblait hors d'usage depuis longtemps. Pas de pompe moderne, seulement d'antiques distributeurs, rongés par la rouille, scellés par la glace. Ils forcèrent la porte d'entrée, qui céda avec un craquement sourd. À l'intérieur, la pénombre régnait et une odeur de bois humide flottait dans l'air. Lucien fit le tour des lieux, lampe en main. L'endroit tenait davantage du débarras que du garage fonctionnel. Des caisses de tôle, un établi couvert de toiles d'araignée, quelques bidons d'huile percée et un vieux poêle à bois rouillé. Sur le côté, un escalier grinçant montait vers un petit grenier. Malgré l'état des lieux, c'était la première fois depuis le début de la tempête qu'ils trouvaient un toit digne de ce nom. « On va installer le lynx ici », proposa Gabriel. « Essayons d'allumer un feu si on trouve du bois sec. » Ils amenèrent prudemment le brancard dans un coin plus ou moins dégagé, puis débarrassèrent les débris qui encombrèrent la place. Gabriel se mit en quête de combustible, fouillant placards et vieux cartons, pendant que Lucien surveillait le félin. Son front était plissé d'inquiétude. Le lynx avait les flancs qui se soulevaient de manière irrégulière, comme s'il peinait à respirer normalement. « Tiens, voilà !» s'exclama Gabriel en exhibant un carton de vieilles bûches encore exploitables, ainsi que quelques pages de journaux jaunis qui traînaient dans le grenier. En travaillant de concert, ils débarrassèrent le poêle de ses toiles d'araignée, enlevèrent la rouille la plus grossière, puis placèrent les bûches à l'intérieur avant d'y mettre le feu, non sans difficulté. Les flammes mirent du temps à prendre, mais finalement, un petit foyer commença à crépiter. La pièce s'illumina d'une lueur tremblotante, créant des ombres dansantes sur les murs. Profitant de la clarté, Gabriel examina le lynx avec plus de soin. Il glissa la main sous la couverture et sentit immédiatement la maigreur du flanc. Les côtes saillaient dangereusement, le poil était terne et le corps semblait parcouru de frissons incontrôlables. « On doit le réchauffer petit à petit, mais pas trop vite », conseilla Gabriel à voix basse.
Il faut éviter un choc thermique. Lucien, qui avait lui aussi constaté la détresse de l'animal, s'agenouilla près de lui. Il sentit un irrésistible élan de protection. D'ordinaire, il n'aurait jamais cru possible de s'attacher à un lynx, surtout un adulte, mais ces derniers jours avaient tout changé. Cette bête silencieuse, dépendante de leur aide, représentait à présent un compagnon d'infortune, presque un symbole de leur propre lutte pour survivre à cette tempête et élucider le mystère Raymond Lambert. « Comment on va faire pour la nourriture ?» demanda-t-il tout haut. « On n'a plus grand-chose. »« J'ai toujours quelques barres énergétiques, » répondit Gabriel. « Je sais que ce n'est pas de la viande fraîche, mais c'est mieux que rien. Il faudra essayer de l'hydrater aussi. » Ils écrasèrent un morceau de barre pour le mélanger à un peu d'eau, dans l'espoir que le lynx puisse laper ce mélange. Le félin, trop affaibli, ne réagit presque pas. Après quelques tentatives, il consentit à avaler un peu, mais se détourna très vite, épuisé. Au moins, était-il désormais à l'abri du vent avec une source de chaleur toute proche. La hachette de Gabriel leur servit ensuite à couper quelques planches inutilisables, histoire d'entretenir le feu. Puis, comme pour tenter une dernière fois de contacter qui que ce soit, Lucien alluma sa radio portative. Pas un son. Les ondes demeuraient muettes, les secours introuvables. « Tu penses qu'on devrait continuer après s'être reposé ?» suggéra Lucien. « Peut-être, mais je préfère attendre un peu, voir si la tempête est vraiment finie. Et puis le lynx ne survivra pas à un autre déplacement s'il ne se remet pas un minimum. » En quête de quelques soutiens, Gabriel alla fouiller le reste de la station-service. Il tomba sur un petit bureau encombré de papiers administratifs datant de plus de 20 ans, mais aussi sur un vieux téléphone à fil, évidemment hors d'usage. Il y trouva également un gilet de sécurité réfléchissant, qu'il prit au cas où il sortirait à la tombée de la nuit. En revenant, il s'aperçut que Lucien, en attendant, s'était assis près du feu, le regard dans le vide. « Tout va bien ?» demanda l'agent en posant une main sur l'épaule de son compagnon de route. « Oui, je me demandais juste où est Lambert dans tout ça. On n'a vu aucune trace récente. On ne peut plus avancer en camion. Et puis, il y a cette boîte rouillée, ces notes à moitié folles. » Gabriel s'accroupit près du poêle, là où la chaleur devenait presque confortable. Les flammes projetaient des reflets vacillants sur son visage soucieux. « Lambert a peut-être trouvé un meilleur abri que nous, qui sait. Il a eu le temps de s'organiser avant la tempête. Tu y crois vraiment ?» Dans ses notes, il parlait de voix, de solitude, de traitements expérimentaux. « J'ai peur qu'il se soit enfoncé dans la forêt en quête d'un miracle. » Pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne parla. Les crépitements du bois emplissaient l'espace, presque apaisants. Seule la respiration laborieuse du lynx rappelait la gravité de la situation. Après un long silence, Lucien reprit d'un ton plus bas. « J'ai examiné le collier du lynx. Il y a une adresse gravée plus bas, partiellement effacée. On distingue un chemin du lac, secteur 12. Ça ne te dit rien? Attends. Secteur 12, c'est une zone de réserve faunique à l'ouest. Un accès difficile, même en temps normal. Ce chemin du lac, je vois où c'est sur la carte, mais c'est loin. » Gabriel fouilla dans sa mémoire. La réserve en question était connue pour ses sentiers escarpés, loin des routes principales. Un endroit idéal pour qui veut s'isoler avec un animal blessé. Si Lambert s'y est installé, on va avoir du mal à y parvenir sans véhicule approprié, conclut l'agent. En plus, on ne sait même pas si ce code, secteur 12, fait référence à l'endroit précis. Lucien, même épuisé, pressentait qu'il tenait un indice crucial. Peut-être que Lambert s'était réfugié là-bas depuis des semaines, tentant de guérir le lynx contre vents et marées. Peut-être avait-il même testé des remèdes de sa propre invention, d'où la cécité de l'animal. Dans tous les cas, on doit d'abord s'occuper du lynx, insista Gabriel. On ne peut pas l'emmener plus loin pour l'instant. Ils s'accordèrent un temps de repos,
s'allongeant sur le sol poussiéreux de la station-service, près du poêle dont la chaleur leur parvenait en ondes irrégulières. À 2 reprises, ils se relevèrent pour recharger le foyer en bois. Le temps paraissait suspendu. Au dehors, la neige s'était arrêtée de tomber, mais un voile nuageux encombrait toujours le ciel, rendant la lumière blafarde et incertaine. Enfin, après quelques heures, Lucien sortit pour évaluer la situation. L'air était toujours frais, mais nettement moins violent. La neige se tassait autour de la bâtisse, offrant un paysage désolé. Il fit quelques pas en direction de la route, constatant l'absence totale de véhicules. Aucun bruit de moteur, aucune trace de pneus dans la neige fraîchement tombée. À l'intérieur, Gabriel tentait de faire boire quelques gouttes d'eau au lynx. Au loin, un bruit sourd résonna, semblant provenir de la forêt. Lucien se retourna vivement, en alerte. Était-ce un arbre qui s'abattait? Un écho de fusil? Difficile à dire, mais cela suffisait à ranimer l'inquiétude sur le sort de Lambert. Gabriel sortit à son tour, rejoignant Lucien dans la lumière pâle de la mi-journée. Les 2 hommes se tenaient face à la forêt, le cœur battant, incertain de la provenance du son entendu peu avant. De nouvelles bourrasques de vent faisaient bruisser les cimes. Pourtant, le silence semblait soudain oppressant. Les troncs encore debout dressaient leurs silhouettes sombres, et l'odeur de bois brûlé provenant du poêle rappelait qu'ils n'étaient pas totalement abandonnés. « On devrait peut-être aller vérifier », suggéra Lucien, désignant la direction d'où provenait l'écho. « D'accord », répondit Gabriel, « mais avançons avec prudence. Le jour est déjà bien entamé, et on ne peut pas s'éloigner trop longtemps. Le lynx n'est pas en état de rester seul des heures. » Ils se mirent d'accord pour une exploration rapide. Ils iraient à la lisière des arbres, là où ils pensaient avoir entendu le bruit, et reviendraient si rien ne paraissait urgent. Ils prirent la hachette et une lampe de poche, même si le soleil n'était pas encore couché. Lucien jeta un dernier coup d'œil à l'intérieur de la station-service délabrée. À travers la fenêtre brisée, il distingua le pelage du lynx endormi près du poêle. L'animal ne gémissait plus autant, mais son état restait préoccupant. Dehors, la neige leur arrivait jusqu'aux mollets. Chaque pas exigeait un effort soutenu, et ils s'enfonçaient parfois jusqu'aux genoux dans les congères formées par la tempête. Gabriel, en tête, restait sur le qui-vive, guettant la moindre empreinte ou le moindre indice. Ils retrouvèrent la route gelée, en partie dégagée par le vent, et la suivirent sur une centaine de mètres. Autour d'eux, de grands pins avaient été déracinés, formant de véritables barrages naturels. Plus ils avançaient, plus le silence devenait lourd. Les seuls bruits provenaient de leurs pas et du sifflement intermittent du vent. Gabriel ne pouvait s'empêcher de penser à Lambert, cet homme disparu dont ils avaient retrouvé quelques affaires. S'il errait toujours dans les environs, comment aurait-il survécu à la tempête? Lucien, lui aussi, sentait la tension grimper. Il se souvenait de la gourde frappée d'un L, du feu abandonné, autant de signes qu'un individu avait réellement tenté de traverser ces contrées sauvages en pleine nuit. Après plusieurs minutes, ils atteignirent une zone où la route disparaissait sous une avalanche de branches cassées. Au-delà, la forêt paraissait plus dense, les troncs se serrant en rangs compacts. Lucien tendit l'oreille, mais rien ne trahissait le moindre mouvement. Peut-être que le bruit sourd provenait simplement d'un pin tombé. Ils hésitèrent, soupçonnant qu'une exploration plus poussée ne ferait que les épuiser davantage. Cependant, renoncer si vite les laissait insatisfaits. « Encore quelques pas », insista Gabriel à voix basse. « Ensuite, si on ne voit rien, on rentre. » Lucien acquiesça. Ils enjambèrent les débris, s'aidant parfois de la hachette pour dégager un passage. Les sapins, chargés de neige, formaient une voûte oppressante et des plaques de glace luisaient faiblement au soleil filtrant entre les branches. Au bout d'une courte progression, ils tombèrent sur un grand pin récemment tombé. Ses racines, spectaculairement arrachées, s'ouvraient comme une large mâchoire.
L'air portait une odeur de résine fraîche, attestant l'effondrement récent. Ils contournèrent l'arbre et constatèrent que la neige autour portait quelques empreintes confuses. Lucien se pencha pour mieux voir. Certaines traces semblaient humaines, d'autres pouvaient appartenir à un cervidé. Impossible de dater précisément ces marques tant la neige les avait déjà partiellement recouvertes. Gabriel eut un geste résigné. Il était quasiment impossible de distinguer s'il s'agissait de Lambert ou d'une autre personne. Un léger craquement retentit alors à l'intérieur de la forêt. Cette fois, ce n'était pas un arbre qui cédait. Les deux hommes retinrent leur souffle, se tournant vers la source du bruit. Puis, plus rien. L'écho se perdit dans le bruissement des branches. Malgré la curiosité, ils comprirent qu'il valait mieux ne pas s'aventurer plus profondément. La journée avançait et le risque de se perdre sans équipement adapté était trop grand. « On rentre », déclara Gabriel d'un ton sans appel. « On ne peut pas laisser le lynx. Et si on se blesse, personne ne viendra nous chercher. » Lucien hocha la tête, laissant échapper un soupir. Il avait cette désagréable impression de reculer devant l'inconnu, comme s'il laissait Lambert à son sort. Toutefois, ils étaient déjà dans une situation précaire. Entre leur ration limitée et le félin mal en point, s'égarer ici ne ferait que multiplier les victimes possibles. Ainsi, ils reprirent le chemin inverse, franchissant les obstacles dans l'autre sens. Les nuages s'amoncelaient de nouveau, assombrissant la forêt. Bientôt, la lumière baissa et la température chuta. Quand ils retrouvèrent enfin la station-service, un léger soulagement les gagna. Le foyer dans le vieux poêle crépitait encore, dégageant une maigre chaleur. Le lynx, enroulé dans sa couverture, émit un feulement de bienvenue, comme s'il reconnaissait leur présence. Lucien laissa Gabriel refermer la porte pendant qu'il s'approchait de l'animal pour vérifier sa respiration. Le rythme semblait ralenti, stable, mais l'inquiétude persistait. « Je ne vois qu'une solution », déclara Gabriel en retirant ses gants pour les réchauffer près du feu. « On attend encore cette nuit. Demain matin, si le temps est suffisamment clément, on tentera de gagner la ville à pied. Peut-être que les routes seront dégagées ou qu'on croisera enfin des secours. » Lucien acquiesça sans mot dire. Il s'agenouilla pour ajouter du bois dans le poêle, faisant crépiter davantage les flammes. À travers la lucarne de fonte, il observa les braises rougeoyées, évocatrices de survie dans cet univers gelé. Derrière lui, le lynx eut un petit mouvement, comme pour ajuster sa position. Dans le silence du garage, Gabriel saisit l'occasion de ressortir le carnet et la boîte rouillée découvert la veille. Il parcourut à nouveau les feuillets, tentant de trouver un quelconque indice sur l'endroit exact où Lambert aurait pu se réfugier. Les notes parlaient de collines, de sentiers sinueux, d'un lac au sud. Quelques mots évoquaient aussi une cabane de trappeurs abandonnée sans préciser l'emplacement. « C'est décousu », constata-t-il, frustré. On dirait que Lambert avait rédigé cela sous pression. Aucun repère clair. Lucien prit alors la boîte en métal pour examiner les photographies à la lumière du foyer. Une image retint son attention. Lambert, plus jeune, tenant un lynx équipé d'un bandage sur l'œil droit. Au dos, une date, 3 mai 2020. Cela remontait à plus de 3 ans. Était-ce le même animal qu'ils avaient devant eux, désormais aveugle? Cette continuité hantait l'esprit de Lucien, comme si le lien entre cet homme et le félin défiait la simple relation soigneur-soigné. « Il faut qu'on le retrouve », souffla-t-il finalement. « Lambert est peut-être grièvement blessé quelque part. Si le lynx est encore en vie, c'est que lui aussi a dû s'accrocher longtemps. » Gabriel, encore absorbé par les pages, répondit d'une voix songeuse. « Oui, dès demain. Nous irons jusqu'à la ville voisine. Nous chercherons du carburant ou un véhicule d'urgence. On reviendra alors fouiller la forêt avec du matériel adapté. Je refuse de croire qu'on doive abandonner un homme à son sort. »
Ils se partagèrent un repas frugal, consistant en barres protéinées et eau tiédie sur le poêle. Le crépuscule ne tarderait pas, et ils jugèrent plus raisonnable de s'installer pour la nuit. Les courants d'air qui traversaient la bâtisse demeuraient glaciales, mais la maigre chaleur du feu rendait l'intérieur supportable. Lucien tapissa le sol de carton pour éviter le contact direct avec le béton, tandis que Gabriel surveillait le lynx, attentif à sa respiration saccadée. Le soir venu, ils s'enveloppèrent de couvertures de fortune, chacun laissant un bras libre pour se réveiller au moindre souci. Les flammes dans le poêle dansaient encore, éclairant la silhouette du félin que l'on devinait à peine sous le linge. Leur dernière pensée fut pour Lambert. Où se trouvait-il alors que la nuit retombait? Les heures de la nuit s'étirèrent dans un silence tendu, seulement troublé par le crépitement parfois irrégulier du feu. Gabriel, allongé près de la porte, se réveillait à intervalles réguliers pour vérifier l'état du lynx et alimenter le poêle en bois. Lucien, de son côté, dormait par bribes, peu habitué à ces conditions extrêmes, mais porté par la nécessité. 2 ou 3 fois, ils durent se lever en même temps pour repousser une rafale de vent plus forte, qui manqua d'ouvrir violemment la porte mal fixée. Vers l'aube, le ciel pâlit, passant d'un gris plombé à un blanc laiteux sans laisser voir de véritables levées de soleil. Les nuages lourds demeuraient, mais il semblait que la tempête n'ait pas repris. Gabriel sortit prendre la température de l'air. Dehors, une fine brume humide collait à la peau, tandis que le givre recouvrait encore tout ce qui n'avait pas été balayé la veille. Les alentours paraissaient déserts et figés. À l'intérieur, Lucien veillait le lynx. L'animal avait passé la nuit sans émettre trop de plaintes, mais sa respiration demeurait courte et laborieuse. Lorsque Gabriel revint, ils se concertèrent aussitôt. « Aujourd'hui, on part vers la ville », annonça Gabriel. « Pas le choix. On doit trouver de l'aide ou au moins du carburant. »« Ça fera combien de kilomètres à pied ?» questionna Lucien. « Environ 5 ou 6 jusqu'à un premier village, si la route est praticable. » Lucien se frotta les yeux, encore ensommeillé. Ils allèrent devoir traîner le lynx ou le porter sur le brancard improvisé. Cela prendrait du temps, sans compter qu'ils ignoreraient si, en arrivant, ils trouveraient vraiment quelqu'un pour leur venir en aide. La prudence dictait pourtant de ne pas rester dans cette station-service en ruine, dépourvue de réserve. Ils ramassèrent leurs maigres affaires. Gabriel inspecta un dernier recoin de la bâtisse, espérant dénicher un objet utile. Il découvrit un vieux bidon, probablement destiné au stockage de carburant, mais il était percé de part et d'autre, inutilisable. Il mit la main également sur une pelle déglinguée qui pourrait tout de même servir à dégager la neige sur la route. « Ça vaut pas grand-chose, mais je la prends », murmura-t-il en la glissant sous son bras. Puis ils s'occupèrent du lynx. L'animal ne réagit presque pas lorsqu'on le déplaça sur le brancard. Il ouvrit à peine la gueule pour protester avant de se recroqueviller en une boule silencieuse. Lucien et Gabriel écartèrent quelques planches dans l'entrée pour faire passer la civière. Ensuite, ils refermèrent la porte derrière eux, quittant définitivement ce refuge de fortune. Dehors, la neige n'était plus poudreuse, mais tassée par le gel. Chaque pas résonnait en un léger crissement. Les 2 hommes progressaient avec application, tirant doucement le brancard pour éviter les à-coups. Au moins, l'absence de rafales rendait la visibilité acceptable. Autour, le paysage offrait le visage d'une désolation hivernale. Arbres cassés, congères accumulées, ciel clos. Rien ne bougeait dans ce décor silencieux, pas même un oiseau. Ils avaient convenu de suivre la route en direction du sud. Celle-ci zigzaguait entre les collines, mais normalement elle finissait par rejoindre une petite bourgade, nommée Saint-Laurent-des-Bois, où se trouvait peut-être une station-service fonctionnelle ou un poste de la sûreté. Avancer sur le bitume gelé exigeait de contourner de nombreux obstacles. Parfois,
il devait grimper sur la berme de la route pour éviter un sapin couché en travers. Plusieurs fois, Gabriel dut utiliser la pelle pour enlever des monceaux de neige compactés. Après une demi-heure de marche, ils firent une première pause. Le lynx s'agitait sous sa couverture, comme s'il tentait de lutter contre le froid ou la douleur. Lucien prit le temps de vérifier sa respiration et d'approcher une petite boîte en plastique remplie d'eau près de sa gueule. Le félin en but quelques gorgées, puis tourna la tête. Son museau semblait sec, et ses yeux, autrefois voilés, paraissaient désormais à demi fermés en permanence. « C'est pas bon signe », lança Lucien, la gorge serrée. Gabriel posa une main sur l'épaule de son compagnon de route. Il ne trouva pas les mots pour exprimer son propre désarroi, alors il se contenta de hocher la tête, l'air grave. Il n'avait pas de connaissances vétérinaires approfondies, ni les médicaments appropriés. Tout reposait sur leur capacité à trouver rapidement un abri où l'on pourrait soigner l'animal. Ils reprirent ensuite leur progression, déterminés. Au fur et à mesure que le temps passait, la route gagnait en dénivelé. Une large montée apparut, s'étirant en courbe devant eux. Lucien, qui tirait le brancard, sentait la fatigue le gagner, ses bras et ses jambes lourds de courbatures. Gabriel restait silencieux, mais sa mâchoire crispée montrait l'effort considérable fourni pour avancer. Au sommet de la montée, ils marquèrent un nouvel arrêt. De ce point culminant, ils pouvaient embrasser du regard une vallée blanchie, avec quelques conifères épars. Les troncs se faisaient plus rares, et la route descendait en pente douce vers ce qui semblait être une vaste clairière. Lucien plissa les yeux et crut distinguer un clocher ou quelque chose qui s'en approchait, à l'horizon. Signe d'un village. « On tient le bon bout », lança-t-il, essoufflé. « Regarde là-bas, on dirait un clocher d'église. »« Ou une tour quelconque », approuva Gabriel. « En tout cas, c'est construit par l'homme. » Ragaillardis par cette perspective, ils entamèrent la descente. La neige était plus épaisse sur ce versant, mais la pente rendait le tirage du brancard moins éreintant. Ils mirent un peu plus d'une demi-heure à atteindre le bas de la colline. À mesure qu'ils s'approchaient, la forme qu'ils avaient prise pour un clocher se précisait. Oui, c'était bien un bâtiment qui perçait la canopée. On pouvait espérer qu'il s'agisse d'une église ou d'un édifice public où des gens seraient présents. Ils franchirent alors une zone de sol verglacé qui faillit leur faire perdre l'équilibre. Le brancard glissa brusquement, provoquant un petit couinement de détresse chez le lynx. Lucien jura, s'accrochant à la corde pour ne pas que l'animal bascule. Heureusement, ils parvinrent à se stabiliser, mais l'incident rappela la fragilité de leur avancée. La route continuait son tracé, serpentant entre deux rangées de vieux mélèzes. Bientôt, ils entendirent un bruit de moteur au loin, ronronnement faible, mais perceptible dans le silence quasi total. Ils s'immobilisèrent, le cœur battant. S'il y avait un véhicule, cela signifiait que la zone n'était pas totalement abandonnée. Aussitôt, ils firent de grands gestes, espérant que l'automobiliste les remarquerait. Hélas, rien ne passa. Le son, peut-être celui d'une motoneige, s'estompa avant qu'ils puissent en identifier la source. Comme si la forêt entière se refermait sur eux, ils restèrent seuls, au milieu de la voie glacée. Toutefois, cette simple manifestation mécanique suffisait à les persuader qu'ils approchaient d'une zone de vie. Gabriel ralluma sa radio, au cas où la communication capterait un signal plus net. Un grésillement se fit entendre, entremêlé de paroles indistinctes. Les interférences empêchaient de saisir un message clair, mais la captation semblait meilleure qu'auparavant, signe qu'il se rapprochait peut-être d'une antenne locale. Enfin, ils parvinrent en vue de ce qui ressemblait à la lisière d'un village. Un panneau à moitié recouvert de givre portait les lettres effacées de Saint-Lô DB. Plus loin, des toits se profilaient, argentés par la neige. Aucun mouvement visible,
pas de fumée sortant des cheminées, ce qui intrigua aussitôt Gabriel. C'est bizarre, aucune trace de vie, pas de voiture garée, pas de bruit. Peut-être que les habitants ont quitté les lieux ou sont retranchés chez eux. Lucien n'en pouvait plus d'anticiper la pire des hypothèses. Ils franchirent malgré tout les premiers bâtiments. Une petite rangée de maisons bordait la route, leurs fenêtres givrées, leurs portes fermées à double tour. Au centre du village, une place vide, couverte d'un épais manteau blanc, paraissait figée dans le temps. Quelques lampadaires penchés, un banc renversé et, au fond, l'église promise. Le clocher se dressait, intact, mais aucune cloche ne sonna à leur arrivée. Aucun chien ne vint à leur rencontre. Le silence régnait. Gabriel fit le tour de la place, frappant aux portes d'une supérette, d'une mairie minuscule. Rien. Soit les habitants avaient fui, soit ils s'étaient cloîtrés. Après la tempête, peut-être qu'aucun service n'avait été rétabli. Il doit bien y avoir un centre de santé ou un poste de police dans ce bled, maugréa Lucien. Le lynx laissa échapper un râle, stoppant leurs recherches. Son museau venait de sortir de la couverture, les babines retroussées dans une grimace de souffrance. Le cœur de Lucien se serra. Il se pencha sur l'animal, tentant de le calmer. On voyait sa respiration affolée, ses flancs se creusant de manière syncopée. « Il faut un vétérinaire tout de suite », souffla-t-il en levant des yeux suppliants vers Gabriel. Leur détresse augmentait. Ils étaient arrivés dans un village fantôme, incapables de comprendre pourquoi personne ne répondait. Et pendant ce temps, la vie du lynx ne tenait plus qu'à un fil. Aux abords de la place centrale, Lucien et Gabriel se regardèrent, désemparés. Le village, plongé dans un mutisme inquiétant, ne laissait filtrer aucun indice de vie humaine. La neige couvrait tout, comme un linceul, et le vent, bien que moins fort, maintenait un froid pénétrant. Sur le brancard de fortune, le lynx émettait des râles de plus en plus espacés, semblant lutter contre l'inconscience. Lucien, le cœur serré, s'approcha d'une vitrine recouverte de givre. On devinait derrière le verre un comptoir, des étagères vides et quelques chaises renversées, sans doute un ancien café ou une épicerie. Il tenta de forcer la porte, mais celle-ci était fermée à clé. Frustré, il donna un coup d'épaule et entendit un craquement de bois vieilli. « Aide-moi », ordonna-t-il, la voix chargée d'urgence. Gabriel, encore incertain, jeta un regard autour de lui, puis fit un signe de tête. Ils poussèrent ensemble la porte qui finit par céder dans un bruit sourd. Aussitôt, une bouffée d'air glacé s'engouffra dans la pièce, soulevant un peu de poussière. À l'intérieur, le silence régnait, seulement troublé par leur respiration haletante. « On pourra peut-être trouver un coin à l'abri », énonça Gabriel. Ils installèrent le brancard dans un angle du local, pas trop loin de la fenêtre afin de bénéficier d'un peu de lumière. Le plancher craquait sous leurs bottes. Les étagères, vidées depuis longtemps, n'offraient aucune denrée. Lucien s'empressa de vérifier l'arrière-boutique, espérant tomber sur un réchaud, des couvertures, n'importe quoi, qui pût réchauffer le lynx et les aider à survivre. Hélas, il ne trouva que des boîtes vides et un vieux frigo hors service. « Ça ne sert à rien de rester ici », fit-il dépité. « Il n'y a ni chauffage, ni vivres. » Gabriel hocha la tête, mais un bruit de moteur au loin le fit tressaillir. Cette fois, il n'était pas question d'un simple écho. On distinguait clairement la vibration d'un véhicule. Ils coururent jusque dans la rue, faisant face au vent glacial. Un pick-up déboula lentement, ses phares allumés malgré la lueur diffuse du matin, slalomant entre les congères. Les deux hommes s'agitèrent, faisant de grands gestes pour attirer l'attention. Le conducteur, surpris, freina dans un crissement de pneus. La vitre s'abaissa, révélant un visage marqué par la fatigue. C'était un homme d'âge mûr, coiffé d'une vieille casquette, des cernes profonds sous les yeux. « Vous allez bien ?» lança-t-il, la voix teintée d'inquiétude. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Gabriel s'approcha, s'exprimant d'un ton précipité.
soulagé de trouver enfin une présence humaine. Il expliqua qu'il cherchait de l'aide pour un lynx blessé, qu'ils étaient bloqués dans ce village désert. L'homme hocha la tête, écarquillant les yeux quand il entendit parler du félin. « C'est pas un endroit pour traîner par les temps qui courent », déclara-t-il. « On s'appelle Benoît Morin. J'habite à quelques kilomètres, mais je viens d'arriver ici pour voir les dégâts de la tempête. » Il sortit du pick-up, clignant des yeux face au froid, puis suivit Lucien jusqu'au brancard. En découvrant l'animal, il se fendit d'un sifflement bas. « Ma parole, il est mal en point, ce pauvre lynx. On va l'emmener chez moi. J'ai un poêle, un peu d'espace, mais c'est pas un centre vétérinaire non plus. » Gabriel acquiesça rapidement, et tous s'appliquèrent à hisser le brancard dans la benne du pick-up, en veillant à maintenir le lynx couvert. Benoît s'efforça de caler le brancard avec une bâche et des cordes pour qu'il ne glisse pas. Puis les deux naufragés de la route grimpèrent dans l'habitacle, réchauffé par un chauffage d'appoint. Le pick-up avança prudemment sur la route enneigée, contournant les arbres tombés. En chemin, Benoît expliqua que Saint-Laurent-des-Bois était pratiquement vide depuis quelques années. La plupart des habitants avaient quitté le village, victimes du déclin économique. Restait seulement une poignée de résidents isolés, souvent partis se réfugier ailleurs dès l'annonce de la tempête. Après une vingtaine de minutes, le véhicule s'engagea sur un chemin secondaire. Au bout d'une allée bordée de vieux sapins, ils atteignirent une maison de plain-pied, modeste mais solide. La cheminée en briques émettait un mince filet de fumée annonçant une précieuse source de chaleur. Lucien et Gabriel descendirent pour transporter le brancard à l'intérieur, où un foyer ronflant accueillit aussitôt la petite équipe. « Déposez le lynx par ici », indiqua Benoît en pointant un coin près du poêle. « J'ai un matelas de camp, on va le poser dessus. » Lucien remercia l'homme à mi-voix, tandis que Gabriel veillait à ce que l'animal ne subisse pas de secousses inutiles. L'air chaud de la pièce contrastait radicalement avec le froid mordant de l'extérieur. Benoît apporta vite des serviettes pour essuyer la neige collée au pelage du félin et leur offrit du café fumant. Assis près du feu, Gabriel raconta tout depuis le début. La découverte du lynx aveugle sur la route, les recherches pour retrouver Lambert, la station-service abandonnée, puis l'arrivée au village fantôme. Benoît, en écoutant l'histoire, fronça les sourcils à la mention de Raymond Lambert. Lambert, j'ai entendu ce nom. Il y a 2 ou 3 ans, un homme venait dans le secteur pour observer les grands félins, soi-disant pour des recherches. Il avait loué une vieille cabane sur les hauteurs, du côté du lac Joyce. Mais plus personne ne l'a revu depuis un bail. Ces propos ravivèrent l'attention de Gabriel. Lac Joyce faisait peut-être référence au chemin du lac secteur 12, lu sur le collier. Il sentit ses tripes se nouer en pensant à Lambert, éventuellement disparu dans ces contrées boisées. Le lac Joyce se trouve à une bonne heure de route, précisa Benoît. Et avec toute cette neige, ce sera pas simple d'y accéder. Gabriel échangea un regard avec Lucien. Ils partageaient la même détermination. Dès que le lynx serait stabilisé, ils se rendraient là-bas. Peut-être Lambert y était-il toujours, incapable de faire demi-tour. Le félin, justement, commençait à réagir à la chaleur ambiante. Il respirait encore faiblement, mais au moins, son corps n'était plus secoué de spasmes. Benoît proposa d'aller chercher quelques médicaments vétérinaires qu'il conservait dans un placard, vestige d'un élevage de chiens qu'il avait autrefois tenu. Une pommade antiseptique, un peu de solution pour perfusion et de la nourriture pour animaux en boîte. C'était mieux que rien. Dans l'après-midi, le lynx parvint à avaler un peu de cette nourriture. Lucien ressentit un immense soulagement, voyant l'animal reprendre quelques forces. Benoît insista pour que les 2 hommes mangent également, leur préparant à la hâte une soupe réchauffée sur le poêle. Entre 2 cuillerées, Gabriel planifia déjà la suite. Ils allaient reprendre la route le lendemain, dès que Benoît pourrait leur prêter son pick-up. « D'accord, je vous y conduirai moi-même, »
trancha finalement l'hôte. Mais au moindre signe de tempête, on fait demi-tour. Je veux pas risquer ma peau pour une cause perdue. Lucien et Gabriel acquiescèrent, conscients de l'ampleur du service rendu. Dehors, la lumière du jour déclinait lentement et les collines se drapaient d'ombres bleutées. Dans le salon, le crépitement du feu et la présence de ce lynx mal en point unissaient ces individus que le hasard avait rapprochés. Une forme d'espoir naissait. Si le félin pouvait être sauvé, peut-être y avait-il aussi une chance pour Lambert. En fin de soirée, alors que la neige recommençait à tomber doucement, Lucien alla s'asseoir près de la fenêtre. Dehors, la pâle lueur de la lune se reflétait sur la blancheur du sol. Il se demanda si ce voyage vers le lac Joyce, prévu le lendemain, mettrait enfin un terme à ce mystère. Son esprit vagabonda vers l'image initiale, un lynx aveugle planté sur une route, comme un signe venu du destin. Et maintenant, tout semblait converger vers cette cabane introuvable, vers la quête d'un homme disparu. Dans la pièce principale, le lynx s'était roulé en boule, la respiration un peu plus régulière. Gabriel, qui l'observait à distance, sentit son cœur se serrer. Cet animal tenait bon malgré toutes les épreuves. Il espérait que, d'ici l'aube, il retrouve assez de force pour affronter un nouveau trajet. Chacun priait en silence pour que la suite leur réserve enfin des réponses, sans leur infliger de nouvelles tragédies.